Bonjour à tous, bienvenue pour cette première séance de ce séminaire consacré donc au thème référendum et démocratie. On peut dire de façon très succincte que ce thème référendum et démocratie mêle l'apparence d'une évidence et la réalité d'un embarras. L'apparence de l'évidence, c'est que bien sûr, qui pourrait contester que le fait de donner directement la voix aux électeurs est une façon de corriger les limites de la démocratie représentative et d'approcher un certain idéal de la démocratie directe. Évidence, mais embarras en même temps, car derrière cette apparence d'évidence, il y a le sentiment aussi que le référendum ne peut pas être une formule de gouvernement direct, mais peine en même temps à s'expliciter les réticences qui sous-tendent cet embarras. Et donc je crois que le but de ce séminaire, ce sera justement de préciser à la fois les termes de cette évidence et les conditions de cet embarras. Il n'y avait personne de plus qualifié que Dominique Rousseau pour inaugurer ce séminaire. Dominique Rousseau est professeur à l'école de droit de la Sorbonne, Paris 1, et il est depuis peu même le directeur de cette école de droit de la Sorbonne. Il est membre également de l'Institut universitaire de France. Dominique Rousseau est l'un des plus éminents constitutionnalistes français et il préside notamment le conseil scientifique de l'Association française de droit constitutionnel. Il a également été membre du Conseil supérieur de la magistrature. Dominique Rousseau a publié une dizaine d'ouvrages et de manuels consacrés aux questions du droit constitutionnel, que ce soit aux modifications récentes, comme celle qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité, ou qui concerne son histoire relativement récente aussi, comme ce qu'il a appelé la doctrine Badinter, ou de façon plus générale, la place du droit constitutionnel dans l'architecture du droit public français. Et l'ouvrage qu'il a publié sur le droit du contentieux constitutionnel fait notamment référence, puisqu'il y a quelques mois a été publié sa 10e édition. C'est ce qui maintenant devient rare pour les ouvrages universitaires. Et sur sa conception du contrôle de constitutionnalité et de la démocratie, ceux qui voudraient avoir une première approche sans entrer tout de suite dans des ouvrages plus savants ou ces manuels, peuvent se référer à l'article qu'il a publié en 2008 sur le site lavidesidées.fr et qui avait pour titre « Constitutionnalisme et démocratie ». Mais Dominique Rousseau n'est pas simplement un professeur de droit constitutionnel. C'est aussi un théoricien de la démocratie et un des premiers contacts que j'ai d'ailleurs eus avec ses réflexions ont été lorsqu'il a publié une vingtaine d'années maintenant les actes d'un colloque très fortement stimulant, préfacé par le grand juriste Vedel, Georges Vedel, et qui s'intitulait « La démocratie continue », et qui était une réflexion sur les conditions d'un élargissement de l'idée démocratique au-delà de ses fondements procéduraux et de ses modes de légitimation ordinaires, introduisant dans la réflexion de la démocratie une dimension de temporalité et de gestion de la temporalité qui me semblait extrêmement productive. Et c'est donc pourquoi nous aurons dans ce séminaire des personnes qui viendront nous parler de façon ponctuelle et plus spécialisée du référendum dans la Ve République, du référendum en Italie, de sa naissance aussi dans les républiques sœurs mises en place par Bonaparte, du référendum en Suisse, du référendum aux États-Unis. Mais pour commencer, il me semblait très important de commencer par une réflexion élargie justement sur cette question des rapports entre référendum et démocratie. Et donc je donne tout de suite la parole à Dominique Rousseau pour rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Parfait. Merci bien. Permettez-moi d'abord de vous remercier de l'honneur que vous me faites en m'ayant invité aujourd'hui à ouvrir ce séminaire sur référendum et démocratie. C'est évidemment pour moi un très grand plaisir de vous retrouver parce que vos travaux
évidemment, ont inspiré mes propres réflexions et j'essaie d'inscrire en tant que juriste ma réflexion dans les problématiques que vous avez ouvertes par vos écrits, qui m'inspirent et que je conseille très fortement d'ailleurs à mes étudiants. Donc merci pour cette invitation, tout en reconnaissant peut-être que vous avez pris un risque en invitant un juriste à ouvrir ce séminaire, parce que le métier de juriste est un peu un métier compliqué, ou c'est un métier qui exige deux méthodes. Le juriste est d'abord quelqu'un qui travaille sur les mots qui lui sont donnés pour essayer de trouver quelle est la portée effective, la portée normative des mots du droit. Vous le disiez à l'instant, les choses parfois paraissent très simples, mais pour un juriste, non. Prenez une phrase aussi simple que tout être humain a le droit de vivre. Un juriste va vous dire oui, c'est très bien, mais c'est quoi un être humain? Ça commence quand? À la conception, à la naissance, à l'âge de 7 ans, puisque dit-on c'est l'âge de raison. L'embryon est un être humain ou pas? Donc le juriste, c'est quelqu'un qui questionne les mots. Et si je mets ce questionnement dans mon domaine, qui est le droit constitutionnel, une phrase aussi simple. Le président, article 13 de la Constitution, le président signe les ordonnances. C'est simple. Mais pour un juriste, non. Parce qu'un juriste va vous dire, est-ce que ça veut dire doit signer ou peut signer? Est-ce que l'indicatif signe vaut impératif? En droit, est-ce que ça veut dire compétence liée ou compétence discrétionnaire? Et je vous renvoie à la controverse en 1987 entre le président Mitterrand et le Premier ministre Chirac sur la question de la signature des ordonnances. Donc, vous voyez, le juriste est quelqu'un qui questionne les mots, et qui questionne les mots, deuxième exigence, non pas pour faire un beau système juridique, mais pour répondre à des cas concrets, pour répondre à des problèmes que suscite la vie ordinaire, la vie de tous les jours. C'est un juriste, quelqu'un qui travaille les mots à partir des questions ordinaires. Et ainsi en est-il du référendum. Ainsi en est-il du référendum, et notamment lorsqu'on associe référendum et démocratie. Alors évidemment, vous l'avez dit, ça peut paraître bizarre de questionner les mots, parce que c'est tellement évident. Quand j'ai dit à certains de mes collègues que je faisais une conférence sur référendum et démocratie, certains m'ont dit, bah oui, évidemment, qu'est-ce que tu veux dire? Ça va de soi. Ça va de soi, référendum et démocratie, bien sûr. Et il faut vraiment avoir l'esprit tordu des juristes pour essayer de questionner cette affirmation aussi simple que, bien entendu, le référendum, c'est la démocratie. Eh bien, je voudrais avec vous, ce matin, questionner ces mots, et questionner ces mots à partir, justement, d'un cas pratique. Et je vous demanderai de garder ce cas en mémoire, parce qu'il va être la toile de fond, en quelque sorte, de toute ma réflexion de ce matin. Ce cas, c'est le suivant, et c'est un vrai, hein, ce n'est pas un cas que j'ai inventé comme ça pour l'occasion, c'est un vrai cas, et ce cas, c'est la question du mariage entre les personnes d'un même sexe. Voilà la question. Croatie, France, Brésil. En Croatie, au mois de mai 2013, une pétition demandant la tenue d'un référendum et pour inscrire dans la Constitution le fait que le mariage ne peut avoir lieu qu'entre un homme et une femme, cette pétition, lancée par une association, recueille 750 000 signatures. Et selon la Constitution croate, le Parlement a l'obligation d'organiser un référendum. Ce référendum
a lieu le 1er décembre 2013, donc c'est récent, et 66% des électeurs croates ont voté pour l'amendement constitutionnel qui interdit le mariage homosexuel. France, à la même époque, une association, vous la connaissez, la Manif pour tous, fait signer une pétition qui obtient 700 000 signatures, dépose cette pétition au Conseil économique et social et, sur cette base, demande l'organisation d'un référendum sur la question du mariage homosexuel. En France, le référendum n'est pas obligatoire. En Croatie, il l'est. Le référendum n'est pas obligatoire et le gouvernement considère que la question du référendum relève de la compétence du Parlement. Et donc refuse d'organiser un référendum. Et la loi sur le mariage pour tous est adoptée le 17 mai 2013. Croatie, France. Brésil, même époque. Le 14 mai 2013. Le Conseil national de la justice, qui est présidé par le président du tribunal suprême du Brésil, Joaquim Barbosa, a jugé par 14 voix contre 1 que l'article 226 de la Constitution brésilienne, qui n'accorde la protection de l'État qu'à l'union entre un homme et une femme, était contraire au principe d'égalité, et les juges ont donc habilité les maires à célébrer les mariages homosexuels. En Croatie, un référendum. En France, le Parlement. Au Brésil, les juges. Où est la démocratie? Si le critère d'évaluation est cette idée toute faite selon laquelle c'est évidemment le référendum qu'est la démocratie, la conclusion est simple, la Croatie est un pays plus démocratique que le Brésil. Et la décision qui interdit le mariage homosexuel est une décision démocratique, puisque prise par le peuple, alors que la décision qui autorise le mariage homosexuel est antidémocratique, puisqu'elle a été prise par le juge. Sauf que cette réponse, quelle que soit la position que l'on a sur le mariage homosexuel, cette réponse crée un malaise. Elle crée un malaise parce que le juge brésilien, pour prendre sa décision, s'est fondé sur un principe, sinon le principe caractéristique de la démocratie, qui est le principe d'égalité. Et donc on pourrait considérer que le juge a pris une décision démocratique, puisque respectueuse du principe d'égalité. Alors qu'au contraire, les électeurs croates, eux, ont pris une décision discriminatoire, et une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle qui est contraire au principe d'égalité. Alors vous voyez, un juriste a l'esprit un peu tordu. Est-ce que ça veut dire que le juge est plus démocratique que le citoyen? Est-ce que ça veut dire que l'instrument juridictionnel est plus favorable à la démocratie que l'instrument référendaire? Par cet exemple récent, je crois qu'il y a là la démonstration de ce que vous appelez l'embarras ou l'ambivalence, et que j'ai appelé l'équivoque. Il y a une équivoque référendaire. Équivoque référendaire qui est d'autant plus importante que le référendum est un instrument qui se multiplie au niveau mondial. Une étude américaine a montré que depuis 1793, il y avait eu à peu près, en chiffres ronds dans le monde, plus de 1000 référendums. Avec évidemment une augmentation depuis la Seconde Guerre mondiale qui tient tout simplement à la multiplication des États. Alors, il faut relativiser ce chiffre dans la mesure où sur ces 1000 référendums, la Suisse en a organisé plus de 500. Donc,
et il faut relativiser les chiffres. Alors, vous connaissez la Suisse. Il y a eu un référendum en 2009 pour interdire les minarets. Il y a eu un référendum en 2010 pour expulser les criminels étrangers. Et puis, évidemment, il y a eu le référendum du début du mois, du 9 février 2014, qui a vu les Suisses approuver une initiative venant d'un parti politique, l'Union démocrate du Centre, de Christophe Blocher, un référendum qui a approuvé l'idée selon laquelle il fallait mettre fin à l'immigration massive. Et là, on retrouve l'équivoque. Parce que beaucoup ont vu dans cette décision référendaire une décision démocratique. Le peuple s'est exprimé, etc. D'autres ont dit que c'est une décision populiste. Sauf que la presse n'en a pas beaucoup parlé. Le 9 février, le même jour, le même référendum, les Suisses avaient à répondre à 3 questions. 2. La première, celle-là, est-ce que vous êtes pour l'immigration, enfin des quotas pour l'immigration? Les Suisses ont dit oui, mais ils avaient aussi à répondre à une deuxième question posée par le même Christophe Blocher. Est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes contre, excusez-moi, c'est un peu compliqué, est-ce que vous êtes contre le remboursement de l'avortement par la sécurité sociale? Et là, les Suisses ont dit qu'ils étaient pour le remboursement de l'avortement par la sécurité sociale. Autrement dit, le même jour, certains qui ont considéré que la réponse sur l'immigration était une décision démocratique ont dit c'est pas démocratique que les Suisses aient voté pour le maintien du remboursement de l'avortement. Et inversement, ceux qui avaient critiqué la première réponse ont approuvé la seconde. Équivoque. Équivoque référendaire selon, évidemment, le résultat du référendum. Et vous savez que ces référendums se multiplient. Il va évidemment y en avoir d'autres en Suisse, mais il y a un référendum qui est prévu en Catalogne au mois de septembre 2014 sur le point de savoir si la Catalogne doit rester dans l'Espagne ou pas. Un référendum est prévu en Écosse pour savoir si l'Écosse ne va pas devenir un État indépendant. Un référendum est prévu au Royaume-Uni pour savoir si le Royaume-Uni reste ou non dans l'Union européenne. Et il y a même un référendum programmé en France, en Nouvelle-Calédonie, pour décider de l'avenir institutionnel de cette île. Alors, progression mondiale du référendum, progression mondiale de la démocratie. Et cette question nous intéresse, nous aussi, Français. Parce que depuis 1793, date du premier référendum, depuis 1793, on a organisé en France 22 référendums, dont 9 sous la Ve République. Donc là encore, si j'ai mon critère habituel, la Ve République est donc un système totalement démocratique, puisque c'est le système où on a utilisé le plus de référendums. Et en plus, les révisions constitutionnelles qui ont eu lieu depuis 1958 ont eu notamment pour objet d'élargir le champ du référendum. En 1958, il était limité aux questions relatives à l'organisation des pouvoirs publics et aux traités internationaux, ce qui a permis le référendum de 1972 sur l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne et le référendum de 1992 sur le traité de Maastricht. Mais en 1995, on a élargi le référendum à des questions relatives à la politique économique et sociale de la nation. Donc c'est démocrate. Et en 2008, une révision de la Constitution a élargi la procédure du référendum en associant les citoyens à la démarche référendaire. Donc la Ve République est une république démocratique, puisqu'elle a constamment élargi le champ du référendum. Et encore, même petite musique, l'équivoque. L'équivoque référendaire parce que dans la mémoire constitutionnelle française, il y a toujours cette petite phrase qui revient. La République est née avec le référendum, 1793, mais elle est morte par le référendum, 1804,
1851, l'équivoque référendaire. Cet équivoque référendaire qui traverse donc tous les pays, qui traverse notre propre réflexion, qui traverse notre pratique, cet embarras, cette ambivalence, je voudrais essayer de l'analyser, de la décortiquer avec vous à partir d'une interrogation sur les trois affirmations que l'on entend habituellement pour soumettre ces trois affirmations à votre critique, à votre réflexion. La première affirmation, c'est le référendum est l'instrument de la démocratie directe. C'est ce qu'on entend habituellement. Vrai ou faux? Deuxième interrogation, la démocratie directe est l'idéal de la démocratie. Et troisième interrogation, le référendum est un instrument utile pour la démocratie représentative. Ce sont ces trois affirmations que l'on entend le plus souvent et ce sont ces trois affirmations que je voudrais soumettre à la critique, en tous les cas discuter avec vous ce matin. Sur le premier point, le référendum est-il l'instrument de la démocratie directe? Si je lis les constitutionnalistes, si je lis les ouvrages de mes collègues, la réponse est évidemment oui. La réponse est évidemment oui parce que les constitutionnalistes distinguent deux grandes catégories de démocratie, chacune appuyée sur un principe qui lui est propre. La première grande catégorie, c'est la démocratie représentative, qui s'appuie sur le principe de la souveraineté nationale. C'est-à-dire que le pouvoir de décision ultime, le pouvoir de fabriquer la volonté générale, appartient non pas aux citoyens physiques, mais appartient à la nation. La nation qui est une personne morale, distincte des citoyens qui la composent, qui est un être abstrait et qui est donc titulaire de la souveraineté, c'est-à-dire de tous les droits. Si vous regardez l'article 3 de la Déclaration de 1789, il dispose « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ». Même chose pour le titre 3 de la première Constitution française du 14 septembre 1791. Mais dès lors que la souveraineté réside dans la nation, c'est-à-dire dans un être abstrait, cette nation ne peut s'exprimer que par des êtres physiques que l'on va dénommer représentants de la nation, que leur désignation soit faite par l'élection ou non, car les citoyens n'ont pas le droit de vote. Barnave écrivait en 1791 que l'élection est une fonction publique, pas un droit. Pourquoi ce n'est pas un droit? Parce que le citoyen n'a pas de droit, c'est la nation qui a des droits. Autrement dit, dans la démocratie représentative appuyée sur le principe de souveraineté, l'électorat est une fonction et non un droit. Ce qui explique par exemple que dans la Constitution de 1791, il y a deux représentants, le roi est qualifié de représentant de la nation, et le corps législatif est élu par les seuls citoyens actifs, c'est-à-dire ceux qui paient des impôts, parce que la nation choisit ceux qu'elle considère aptes à la représenter. Donc si le vote n'est pas un droit, évidemment, le référendum ne s'inscrit pas dans la logique représentative de la souveraineté nationale. J'ai parlé des constitutionnalistes, je vais vous citer un grand juriste constitutionnaliste, Julien Laferrière, qui écrit en 1947, je cite, « Les actes du représentant n'ont besoin d'aucune ratification populaire, puisque la volonté exprimée par le représentant est comme si est important, est comme si elle émanait directement de la nation. »
Et vous allez retrouver ça chez Duguis et Esmin, chez Vedel, j'aurai toutes les références dans le texte écrit, qui expriment cette même idée que les principes de 1789 fondent la représentation et l'interdiction, en quelque sorte, du référendum. Pourquoi ? Parce que dans la démocratie représentative, les principes qui la constituent sont simples. La volonté est dans la nation et non pas dans le peuple. Et par conséquent, la volonté est achevée, elle est complète, elle est parfaite quand elle est énoncée par la nation, s'exprimant par ses représentants. Donc il n'y a pas besoin d'aller voir le peuple. La volonté est dans la nation. Cette exclusion logique du référendum, du système représentatif, repose sur deux considérations. Une considération doctrinale, un argument doctrinal, et un argument plus politique ou historique. L'argument doctrinal, Carré de Malberg, Esmin, par exemple, vont le trouver chez Montesquieu et chez Sieyès. Montesquieu qui écrit dans l'Esprit des lois, je cite Montesquieu, « Le grand avantage des représentants est qu'ils sont capables de discuter les affaires. Le peuple n'y est point propre du tout. » Et Montesquieu poursuit, « Il y avait un grand vice dans la plupart des anciennes républiques, c'est que le peuple avait droit d'y prendre des résolutions, chose dont il est entièrement incapable. Il ne doit entrer dans le gouvernement que pour choisir ses représentants. » Et Esmin, qui commente ce passage de Montesquieu, dit, en conclut, Montesquieu refuse toute compétence au peuple, soit pour diriger lui-même le pouvoir exécutif, soit pour légiférer directement. Et vous connaissez tous la phrase de Sieyès, prononcée le 7 septembre 1789, où Sieyès dit « Le peuple ne peut agir et ne peut parler que par ses représentants. » Et Carré de Malberg, qui commente ce passage, dit que Sieyès est encore plus cruel que Montesquieu dans ce refus d'accorder parole au peuple. Ça, c'est les considérations doctrinales. Le peuple est considéré comme une multitude, en quelque sorte, comme une foule incapable de porter une volonté. Il y a évidemment des considérations historiques qu'un juriste comme Barthélemy va noter, notamment les autres constitutionnalistes de la Troisième et de la Quatrième République, c'est le souvenir des référendums plébiscites de Bonaparte. Évidemment, ce qu'en France, écrit par exemple Barthélemy, il y a une objection d'ordre politique à l'introduction du référendum, on craint le coup d'État. On redoute que le peuple ne se prononce pour un homme qui renverserait la République, et on a tous en tête, évidemment, 1804 et 1851. Donc, il y a, si vous voulez, une logique à la fois intellectuelle et appuyée sur l'expérience historique des référendums qui conduit la démocratie représentative à exclure le référendum. Toute chose différente pour l'autre grande catégorie, la démocratie directe. Parce que la démocratie directe, elle ne repose pas sur la souveraineté nationale. La démocratie directe repose sur le principe de la souveraineté populaire. C'est-à-dire que là, la souveraineté appartient à l'universalité des citoyens physiques. C'est ce qu'écrit, par exemple, la Constitution de 1793 et la Constitution de 1795. Comme c'est le citoyen physique qui est souverain, il a tous les droits, dont celui de voter. Le droit ici n'est plus une fonction, c'est un droit que possède le citoyen parce qu'il est souverain. Et par conséquent, ce droit lui donne, ce droit de vote, lui donne le droit, par ricochet, de participer à la détermination et à la conduite de la politique de son pays. Et puisque le citoyen existe réellement, physiquement,
pas besoin de représentation. La nation a besoin d'être représentée puisqu'elle n'existe pas physiquement, mais le citoyen, lui, n'a pas besoin d'être représenté puisqu'il existe physiquement. Le peuple souverain en personne peut donc vouloir directement son représentant. Et vous avez reconnu ici, évidemment, la référence doctrinale. Là, ce n'est pas Montesquieu, ce n'est pas Sieyès, mais c'est Rousseau. C'est Rousseau qui est évidemment, pour les constitutionnalistes, la référence doctrinale qui fait du citoyen de Genève, donc le père de la démocratie directe. C'est ce qu'écrit, par exemple, Capitan, c'est ce qu'écrit Karen Malberg. Rousseau, dit-il, nie absolument toute possibilité de représentation politique. Il déclare le régime représentatif incompatible avec la souveraineté populaire, et cette exclusion absolue est l'un des traits saillants de la doctrine du contrat social, écrit Karen Malberg. À partir du moment où le peuple ne saurait pas transmettre ni déléguer sa souveraineté, dès lors que personne, même une personne élue, ne peut exprimer la volonté générale en lieu et place du peuple, eh bien, le référendum apparaît comme l'instrument logique de la démocratie directe. Et Karen Malberg, mais aussi Duguy, Capitan, Burdeau, font de Rousseau, même si Rousseau ne prononce pas le mot référendum. Mais les constitutionnalistes tirent de Rousseau cette idée qu'il est le père du référendum parce que, disent-ils, cet instrument découle logiquement de sa conception de la démocratie. Vous voyez donc que, pour que les choses soient claires, principe de souveraineté nationale égale démocratie représentative égale impossibilité de référendum. Principe de souveraineté populaire égale démocratie directe égale obligation, nécessité du référendum. Le référendum serait donc l'instrument de la démocratie directe. Même si cette classification classique chez les constitutionnalistes a une valeur heuristique que je ne nie pas, je voudrais discuter avec vous de cette idée que le référendum serait un marqueur, serait l'instrument de la démocratie directe. Je voudrais le discuter sans vous cacher qu'en réalité, je ne partage pas du tout l'idée que le référendum serait l'instrument de la démocratie directe. Je voudrais le discuter à partir de 3 arguments. Premier argument, si on peut mettre en doute l'idée que le référendum est un instrument de la démocratie directe, c'est parce que le référendum, le mot référendum, les juristes questionnent les mots, c'est que le mot référendum recouvre plusieurs significations. Et que ces différences de signification ont des conséquences sur la portée réelle de la participation des citoyens à la décision politique. Derrière, le mot référendum est un mot valise. En réalité, il y a plusieurs référendums. Et selon la signification du mot référendum, la participation des électeurs sera plus ou moins grande. Alors, quelques exemples. D'abord, la portée réelle d'un référendum varie avec l'objet du référendum. L'objet du référendum il peut être général, c'est-à-dire peut porter sur toutes les questions, constitution, traité, loi, décret, ou ne porter que sur certaines questions. Par exemple, en Italie et au Danemark, il est interdit de faire un référendum sur les lois de finances et les traités internationaux. Et en France, on ne peut faire des référendums que sur les projets de loi concernant l'organisation des pouvoirs publics, que sur les traités internationaux et sur les questions de politique économique et sociale. Portée limitée par l'objet. Mais le référendum peut être limité quant à son mode, c'est-à-dire il peut être facultatif ou obligatoire. Et évidemment, la participation du peuple est différente selon que le référendum est facultatif ou obligatoire. Prenons l'exemple de la France. Pour réviser la Constitution, le référendum est obligatoire
Si l'initiative de la révision vient des parlementaires, il n'est que facultatif si l'initiative de la révision vient de l'exécutif. Article 89. La portée de la participation du peuple à la direction des affaires publiques varie aussi selon la procédure du référendum. Est-ce que le citoyen a l'initiative du référendum? Exemple, Suisse, Italie. Ou bien est-ce que cette initiative est réservée à des institutions, au Parlement, par exemple l'Autriche, le Danemark, l'Italie, la France? Ou bien est-ce que l'initiative est partagée entre les parlementaires, les citoyens et les juges constitutionnels? Par exemple, j'y reviendrai tout à l'heure pour ce qui concerne la France. La portée du référendum varie également selon la nature du référendum. Est-ce que le référendum est consultatif? Exemple, Norvège, Suède, Royaume-Uni. Ou au contraire, est-ce que le référendum est décisionnel? Autriche, Suisse, Italie, France. En d'autres termes, à supposer même que le référendum soit l'instrument de la démocratie directe. Vous voyez comme je suis tolérant. À supposer même que le référendum soit l'instrument de la démocratie directe, eh bien, on voit bien que le référendum peut ne pas être général, ne pas être obligatoire et ne pas être délibératif parce que certains sujets seront exclus du champ du référendum. Première raison. L'objet du référendum n'est pas général, n'est pas obligatoire, n'est pas automatiquement délibératif, ce qui réduit la portée de la participation du peuple. Deuxième raison qui permet de douter que le référendum soit l'instrument de la démocratie directe, le référendum se réalise par l'acte de voter. Alors vous allez dire, oui, évident, c'est une banalité affligeante. Oui, c'est banal ce que je viens de vous dire, sauf que lorsqu'on rapporte cette banalité aux propos régulièrement entendus sur la finalité du référendum, on commence à analyser autrement l'insistance que je mets à dire que le référendum se réalise par l'acte de voter. Qu'est-ce qu'on entend de la part des partisans du référendum? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Le référendum, c'est donner la parole au peuple. Mais non, c'est pas donner la parole, c'est donner le vote. On ne donne pas la parole au peuple avec le référendum. Avec le référendum, on donne au peuple le fait de mettre un bulletin de vote, de voter. Or, le vote, que ce soit le vote pour l'élection présidentielle des députés ou le vote référendaire, le vote est davantage un acte d'acclamation qu'un acte délibératif. Sauf dans les hypothèses où le citoyen a l'initiative du référendum. Dans toutes les autres hypothèses, on impose aux citoyens la question. On impose aux citoyens la formulation de la question. On impose aux citoyens le moment du référendum. On lui impose, ce n'est pas lui qui choisit. Pire, davantage, si je peux dire, pourquoi le référendum est un acte d'acclamation et pas de délibération? Parce que l'électeur n'a pas la maîtrise de la signification politique et de la portée normative de son vote. Il vote, et après qui récupère? Qui fabrique la portée normative? Les institutions, les représentants, le Parlement, les partis politiques. Deux exemples. La France, la Suisse. 2005, référendum, le non l'emporte. Qui va interpréter la portée politique et normative? Qu'a voulu dire le peuple? Le peuple perd la maîtrise de la signification de son vote. Ce sont les représentants qui vont reprendre la main et considérer que, bon, eh bien, on peut reprendre malgré tout l'essentiel du contenu dans le traité de Lisbonne et le faire approuver par le Parlement en 2008. Le peuple a perdu
la maîtrise de son vote. Prenez l'exemple suisse du 9 février 2014. Les Suisses ont voté donc contre l'immigration massive. Très bien, enfin, très bien. Ils ont voté contre l'immigration massive. Mais qui va mettre en forme? Le Conseil fédéral. C'est le Conseil fédéral suisse qui, selon la Constitution, a 3 ans pour décider est-ce qu'il y aura 5% de Français, 10% d'Allemands, 33% de Portugais ou l'inverse. Qui va décider des quotas? Qui va décider de la mise en œuvre? Le Conseil fédéral. Et si vous regardez un peu les discussions qu'il y a en Suisse et en Europe surtout, tout le monde espère, enfin beaucoup espèrent, que le Conseil fédéral va trouver les moyens juridiques pour annuler ou réduire la portée normative du vote du 9 février. Alors, c'est bien, c'est pas bien, la question n'est pas là. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment, c'est que si on pense que le référendum est l'instrument de la démocratie directe, on oublie une chose, c'est que le peuple perd la maîtrise, n'a pas la maîtrise, ni de la question, ni de la portée, normative de son vote. Deuxième raison. Troisième raison, peut-être la plus importante, la démocratie directe ne peut pas s'accomplir par le vote référendaire parce que, contrairement à ce qu'on croit, le référendum n'est pas l'instrument de la démocratie directe. Ce qui est l'instrument de la démocratie directe, c'est la présence physique du peuple dans un même lieu pour proposer, discuter, amender les lois. Tout le monde se réfère à la démocratie athénienne, Périclès, au Ve siècle. Bon, très bien. Mais justement, et je disais tout à l'heure que dans les écrits de Rousseau, moi je n'ai pas trouvé, pas tout lu de manière très attentive, mais je n'ai pas trouvé de référence vraiment au référendum, au mot référendum dans les textes de Rousseau. On voit dans Rousseau plus cette importance accordée à la présence physique du peuple, soit dans une assemblée, soit sur la place publique, pour délibérer. Et c'est là l'instrument de la démocratie directe. Ce n'est pas le référendum, c'est la présence physique du peuple sur une place pour discuter. Et vous avez, alors, sur le plan doctrinal, on va retrouver ça, par exemple, c'est chez Victor Considérant ou Rittinghausen, qui est contre, enfin, qui repousse l'idée du référendum et qui va élaborer un système alors, un peu compliqué, où les citoyens se rassembleraient dans des assemblées de 1000 personnes, et puis ils discuteraient des sujets, des principes, mais ils discuteraient aussi des modalités. Par exemple, imaginez une assemblée de 1000 personnes, est-ce que l'euthanasie est un crime ou pas? Oui, non. Alors ils décident oui. Bon, si c'est un crime, c'est 5 ans de prison, 10 ans de prison, 15 ans de prison. Bon, autrement dit, les assemblées délibèrent, non pas simplement sur les principes, mais sur les modalités. Et puis ensuite, il y a une commission nationale qui récolte tous les votes des assemblées et qui rédige la loi. Là, oui, c'est la démocratie directe. Présence physique du peuple dans les assemblées. Et sur le plan constitutionnel, vous avez tous en tête, évidemment, la Constitution de 1793, qui se rapproche le plus, je dis bien se rapproche, mais qui se rapproche le plus de ce modèle, puisque, article 2 de la Constitution de 1793, le peuple est réparti en cantons. Le peuple, ensuite, je ne détaille pas les articles, mais le peuple délibère sur les lois, et, à la fin, le peuple a le pouvoir de dernier mot. C'est-à-dire que c'est à lui que revient au bout de la chaîne la possibilité de dire, alors soit par silence, soit explicitement, s'il est d'accord avec le texte de loi. Autrement dit, je crois que l'on peut mettre en doute, pour ces 3 raisons, l'idée admise que le référendum serait l'instrument de la démocratie directe. L'instrument de la démocratie directe, c'est la présence physique du peuple délibérant sur les sujets qu'il a lui-même choisis
et non pas cet acte d'acclamation d'un sujet imposé au peuple et dont il n'a pas ensuite la maîtrise normative. Bien, à supposer, malgré tout ce que je viens de dire, que vous croyiez encore que le référendum est l'instrument de la démocratie directe. Imaginez que je ne vous ai pas convaincu. Tout à fait possible. Donc je vais vers vous. Et, ok, le référendum est l'instrument de la démocratie directe. Mais alors posons-nous la question. Est-ce que la démocratie directe est vraiment l'idéal de la démocratie? Est-ce que la démocratie directe, c'est la vraie démocratie? Deuxième interrogation. Alors là aussi, la chose paraît entendue. La démocratie directe, évidemment, la démocratie athénienne, où les citoyens rassemblés délibèrent, est évidemment l'idéal démocratique. Elle est la référence, elle est la référence à partir de laquelle sont jugées, évaluées et critiquées les formes concrètes de la démocratie, un modèle. Et nous, constitutionnalistes, chez les constitutionnalistes, il y a une échelle des valeurs. Il y a en haut la démocratie directe, en dessous la démocratie semi-directe, et puis en bas la démocratie représentative. Et lorsqu'on lit les manuels, ou même lorsqu'on fait cours, qu'est-ce qu'on dit? On dit la démocratie directe, c'est ce vers quoi il faudrait aller. La démocratie représentative, au pire, c'est une dégradation de la vraie démocratie, et au mieux, c'est le second choix. C'est une forme politique par défaut. Mais si on pouvait faire la démocratie directe, ça serait quand même bien, parce que ça serait ça, la vraie démocratie. Alors vous trouvez ça, on s'appuie évidemment sur Rousseau. Rousseau qui, cette phrase célèbre de Rousseau, « S'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. » Et vous prenez Duguy, Hessemin, toujours Karine Malberg, Laferrière, je prends des auteurs du XXe siècle, début du XXe siècle, ils en concluent que la démocratie représentative, c'est un pis-aller qui n'a de justification que par l'impossibilité pratique, argument de Rousseau, de réaliser le gouvernement direct du peuple dans les grands États. Eh bien là encore, esprit compliqué du juriste, je voudrais discuter cette affirmation selon laquelle la démocratie serait l'idéal auquel il faudrait tendre. Et je voudrais le discuter à partir de 2 points. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de peuple sans représentation. Et le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de responsabilité politique sans représentation. Et que par conséquent, la représentation est une des conditions, pas la seule, mais une des conditions nécessaires de la démocratie. Ce n'est pas un pis-aller, ce n'est pas qu'on ne peut pas faire autrement, c'est que si on veut être dans un régime démocratique, il faut de la représentation. Parce que d'abord, sans représentation, pas de peuple. Pas de représentation, pas de peuple sans représentation, là aussi ça peut surprendre, et pourtant, le peuple n'est ni une donnée immédiate de la conscience, ni une donnée naturelle. Le peuple n'est pas une réalité objective qui serait présent à lui-même et qui serait capable de se comprendre comme tel. Le peuple est une création artificielle et très précisément, le peuple est créé par le droit et plus précisément encore par la Constitution. Évidemment, vous allez dire c'est normal, vous êtes constitutionnaliste, donc vous ne pouvez pas dire autre chose. Bon, on met ça de côté. Il y a peut-être une part de vérité, bien entendu. Mais pour fonder mon argumentation, j'ai pris les grands auteurs, et notamment Cicéron.
Que dit Cicéron dans La République? Cicéron distingue et oppose la foule, qu'il appelle multitudo, qui est une réunion sans forme d'individus, et le peuple, populus, qui, écrit-il, je le cite, le peuple ne se constitue que si sa cohésion est maintenue par un accord sur le droit. Pas moi qui le dis, c'est Cicéron. Alors, vous pouvez me contester, mais Cicéron, ça va être dur. Donc, qu'est-ce qui ressort de cette phrase? C'est que le peuple n'est pas seulement une association d'individus. Le peuple est une association politique. Et c'est le génie d'une constitution que de transformer une association primaire d'individus en association politique de citoyens. Parce que c'est par l'action du droit, par l'action des institutions de la représentation, que des individus, des groupes qui ne se connaissent pas, qui sont étrangers les uns aux autres, vont être amenés progressivement à débattre de questions communes, à résoudre par des règles communes leurs problèmes, et ces institutions communes, ces règles communes vont progressivement développer un sentiment de solidarité qui constitue, et au sens fort du mot constituer, qui fabrique, qui constitue le peuple politique. On oublie qu'il y a une force propre du droit. Bourdieu nous a rappelé qu'il y avait une force propre du droit. Mais je crois que précisément la force propre du droit, c'est de faire advenir ce qu'il énonce. De faire advenir ce qu'il énonce, c'est-à-dire de faire exister, donc de donner vie aux catégories qu'il nomme. Si vous prenez Mirabeau, le discours de Mirabeau à la Révolution, Mirabeau dit la France que nous trouvons est composée, je le cite, d'une myriade de peuples, au pluriel, peuple, d'une myriade de peuples. Et, dit Mirabeau, cette myriade de peuples devient aujourd'hui le peuple français. C'est la question que se posait Rousseau. Comment on passe de la multitude au peuple? Eh bien, Mirabeau a la réponse. Par le droit, par la Constitution, par la Déclaration de 89. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment myriade de peuples et peuple français? Il s'est passé la Déclaration de 89 qui ont constitué les députés en représentants du peuple français au singulier. Et ce qui veut dire que les révolutionnaires ont créé d'un même mouvement la représentation et le peuple, liant ainsi les uns et les autres. Les députés ne peuvent se réclamer représentants du peuple que s'ils créent le peuple qu'ils vont représenter. Et réciproquement, le peuple ne peut exister que s'il a été créé par les représentants pour permettre aux représentants d'exister eux-mêmes. Autrement dit, la Constitution est un peu ce produit chimique qui va transformer une fluidité de personnes mises les uns à côté des autres en corps solide qui est le peuple. Parce que si vous regardez dans l'espace primaire des individus, l'espace primaire des individus montre des inégalités de fortune, de sexe, de religion, de couleur de peau. Bon. Qu'est-ce qui va permettre à ces individus de se voir comme citoyens, comme des égaux? Précisément la représentation qui va créer cette scène politique où on ne va plus voir les différences, mais où on va voir les citoyens politiquement égaux entre eux. Cette abstraction, cette objectivation des figures sociales est au principe de l'égalité politique et de la figure du citoyen étant une condition de la démocratie. Le moment constitutionnel est donc un moment fort dans la construction de la démocratie, car elle permet aux hommes
de sortir de leur déterminisme socio-économique, culturel, pour entrer dans l'association politique des individus démocratiques. Il faut donc de la représentation, il faut donc ce moment représentatif, ce moment constitutionnel pour que le peuple soit constitué. Je connais la critique. Cette construction constitutionnelle du peuple est parfois comprise comme une crainte à l'égard du peuple, voire, si je me réfère au dernier ouvrage, un des derniers ouvrages de Jacques Rancière, comme une haine de la démocratie, en ce qu'elle dénierait toute place, je cite Rancière, au peuple de tout le monde et de n'importe qui. Il y aurait donc le peuple dont je viens de parler, construit par le droit, et Rancière et d'autres diraient, mais non, ça c'est le faux peuple, le vrai peuple, c'est le peuple de tout le monde et de n'importe qui. Bon, dans l'histoire politique, concrète, et dans les philosophies politiques, cette compréhension ajuridique du peuple, voire anti-juridique du peuple, je suis désolé de le dire, mais je le dis quand même, n'a jamais ouvert les chemins de la démocratie. Parce que si le peuple ne se constitue pas par un accord sur le droit, comme le dit Cicéron, il se construit par un accord sur quoi? Sur le sang? Sur la race? Ou, voire Schmitt, sur l'incarnation du chef. Schmitt, constitutionnaliste allemand et qui a travaillé avec Hitler, a fait une critique de la représentation qui débouche sur une conception de la démocratie où le peuple, pour exister, doit être absorbé dans la personne du chef. L'identité du peuple se fabrique par la fusion-disparition du peuple dans le corps du prince. Le prince est le peuple. Au contraire, dans la fabrication constitutionnelle du peuple, cette fabrication constitutionnelle implique un écart entre le corps des représentants et le corps du peuple. Il n'y a pas fusion. C'est ce que j'avais essayé de démontrer lors de ma précédente conférence dans le cadre de votre séminaire. Avec la représentation, il y a le corps des représentants et le corps du peuple. Quand vous mettez le peuple, vous avez nécessairement, il n'y a plus de représentant, puisque le prince est le peuple, dit Schmitt. Et par conséquent, il n'y a plus besoin de délibération, puisque la volonté est dans le corps du prince, donc ce que veut le prince et ce que veut le peuple. Quand vous avez deux corps, le corps des représentants et le corps du peuple, il faut bien qu'il y ait un échange, donc du politique, pour se mettre d'accord. Je dirais, c'est presque l'image, on pourrait le faire avec mes collègues civilistes, sur la manière dont on conçoit le foyer. Hein? Mari et femme. Vous savez, on a souvent l'habitude de dire « on fait qu'un ». Le couple qui réussit, c'est le couple où on fait qu'un. Ah oui, mais si on fait qu'un, c'est qui le un? C'est l'homme. Et donc la femme fusionne dans le corps de l'homme. Alors, par moments, c'est peut-être possible, mais dans les actes de la vie quotidienne, c'est peut-être pas nécessaire. Le couple, c'est deux corps. Le corps de la femme, le corps du mari. Et si vous avez deux corps, vous avez un échange pour savoir, on va en vacances, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais si vous n'avez qu'un corps, plus besoin de discussion. Et c'est ça que la démocratie directe interdit. Parce qu'il n'y a pas de représentation dans la démocratie directe. Or, la représentation est une condition d'existence du peuple. Deuxième élément, la représentation est une condition de la responsabilité politique, Or, là aussi, je pense que répondre de ces décisions
être responsable de ses décisions, rendre compte de ses décisions, est généralement, et à juste titre, considéré comme un critère de distinction entre les régimes démocratiques, on rend compte de ses décisions, et les régimes qui ne le sont pas, parce que celui qui décide n'a pas à rendre compte, il peut décider sans contrôle ni responsabilité. La responsabilité politique est donc un critère de la qualité démocratique ou non d'un système. Or, pour qu'il y ait responsabilité, pour qu'il y ait contrôle, il faut, par nécessité logique, qu'il y ait deux corps. Celui des représentants, qui prend les décisions, et celui du peuple, devant lequel et par lequel s'exerce le contrôle et la responsabilité. Or, ces deux corps, dans la démocratie directe, n'existent pas. Dans le cadre de la démocratie directe, toutes les fonctions sont exercées par le corps des citoyens. Il manque donc le corps devant lequel le peuple pourrait rendre compte de ses décisions. Et ce manque n'est pas un manque par défaut de construction. Il manque parce qu'il est logiquement impensable. Il n'y a qu'un corps. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel français, dans sa décision du 6 novembre 1962, a distingué entre les lois votées par les représentants et les lois votées par le peuple. Décision du 6 novembre 1962. Je cite, les lois votées par les représentants, donc les députés, peuvent être soumises au contrôle. En revanche, je cite toujours, les lois adoptées par le peuple à la suite d'un référendum ne peuvent être contrôlées car elles constituent l'expression directe de la souveraineté. Le peuple législateur direct ne peut être contrôlé ni voir sa responsabilité engagée puisqu'il n'y a pas de corps devant lequel il devrait soumettre sa responsabilité. S'il y a un corps, si le peuple était responsable de ses décisions, il serait responsable devant qui? Devant qui? Si vous dites qu'il est responsable devant le juge, s'il est responsable devant le juge, ça veut dire que le juge le contrôlera, le peuple. Et si le juge contrôle le peuple n'est plus souverain. Donc nous ne sommes plus en démocratie directe. Donc c'est dans la logique même de la démocratie directe qui exclut le corps à partir duquel le contrôle ou la responsabilité pourrait être engagé. Ce n'est que dans le cadre de la représentation qui postule l'écart entre les deux corps que le travail législatif des représentants peut être soumis à contrôle et à responsabilité. Cette impossibilité théorique et pratique, on a vu la décision du Conseil constitutionnel, cette impossibilité théorique et pratique d'un contrôle et d'une responsabilité dans le cadre de la démocratie directe a d'ailleurs entraîné une polémique ou une controverse que vous connaissez. Là aussi, je pourrais citer Cicéron. Cicéron disait que la tyrannie du nombre était encore plus grave que la tyrannie d'un individu, parce que la tyrannie du nombre prend l'apparence du peuple. Et prenez Rousseau, démocratie directe ou pas. Bon. Eh bien, il y a une querelle entre les constitutionnalistes, notamment entre Capitan et Duguy. Capitan qui fait de Rousseau le père de la démocratie directe, et Duguy qui fait de Rousseau le père de l'absolutisme. Précisément parce qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de responsabilité. Et sur quoi Duguy s'appuie pour dire que Rousseau n'est pas le père de la démocratie, mais le père de l'absolutisme? Il s'appuie sur ces quelques phrases qu'il commente, et qui sont effectivement très, très fortes. Pour Rousseau, donc, la volonté générale, lorsqu'elle est délibérée par les assemblées du peuple, démocratie directe, on n'est pas en référendum, là, hein, la volonté générale
est délibérée par les assemblées du peuple, eh bien, dit Rousseau, elle est juste. Elle est juste, car, je cite toujours Rousseau, le peuple ne peut pas être injuste envers lui-même. Donc ce que décide le peuple est nécessairement juste. Et il poursuit, quiconque refusera d'obéir à la volonté générale, il sera contraint par tout le corps, ce qui ne signifie autre chose, sinon, phrase terrible, qu'on le forcera à être libre. Un peu plus loin, voilà ce qu'écrit Rousseau, quand on propose une loi dans l'Assemblée du peuple, chacun, en donnant son suffrage, dit son avis là-dessus. Et du calcul des voix se tire la déclaration de la volonté générale. Et c'est la suite qui est importante. Quand donc l'avis contraire au mien l'emporte, cela ne prouve autre chose sinon que je m'étais trompé. Et que ce que j'estimais être la volonté générale ne l'était pas. L'absolutisme, j'étais dans l'erreur. La volonté générale ne peut errer. Et de cette phrase de Rousseau, il y a un député socialiste qui est passé dans l'histoire, la petite histoire, pour avoir dit en 1980 cette formule célèbre, « Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire ». C'est du Rousseau dans le texte. Or, si le nombre fait la force, si le nombre fait la force, le nombre ne fait pas le droit. Le nombre ne fait pas le droit. Ce qui donne son caractère général à la volonté, c'est la possibilité que cette volonté soit rapportée à un objet général. Et cet objet qui exprime la généralité, c'est quoi aujourd'hui? C'est la Constitution. L'addition arithmétique des suffrages, le nombre, ne suffit pas à faire la volonté générale. Je dirais au contraire, et Duguay l'avait dit avant moi, la loi, c'est l'expression d'une volonté particulière, celle de la majorité du moment. Pour que cette volonté soit générale, il faut qu'elle se rapporte à quelque chose qui est général. Et qu'est-ce qui est général? La Constitution. Là aussi, il y a eu un basculement dans la définition de la loi. Article 6 de la Déclaration de 89. La loi est l'expression de la volonté générale. Mais aujourd'hui, c'est plus ça la définition positive de la loi. La définition positive de la loi, elle figure dans la décision du Conseil constitutionnel du 23 août 1985, une toute petite phrase qui a été introduite par le doyen Vedel, qui était à l'époque membre du Conseil constitutionnel, et qui est celle-ci: la loi votée n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution. Autrement dit, avoir la majorité ne suffit plus. La loi votée, que soit votée, mais ne suffit plus pour faire la volonté générale. Encore faut-il qu'elle puisse être conforme à ce qui est la généralité aujourd'hui, c'est-à-dire la Constitution. La démocratie représentative est donc une démocratie qui met en regard deux structures, deux institutions, l'institution des représentants qui votent la loi, donc le Parlement, et l'institution qui permet à l'autre corps, le corps des citoyens, qui permet aux citoyens de réclamer contre la loi sur le fondement de la Constitution. Et cette institution, c'est la juridiction constitutionnelle. Deux structures. Et ces deux structures, qui apparaissent peut-être nouvelles, modernes, en fait, ces deux structures, elles sont, me semble-t-il, en germe dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. On a l'habitude de lire les articles 1, 2, 3, 4, etc. C'est très bien, mais il faut lire le préambule. Que disent les révolutionnaires dans le préambule? Ils exposent les raisons pour lesquelles ils énoncent les droits qui vont suivre. Et ils donnent deux raisons principales.
La première, dit-il, si on énonce ces droits, c'est pour permettre aux citoyens de comparer entre ce que feront les gouvernants et ce qui est écrit dans le texte, le contrôle. Et deuxièmement, disent-ils, alors là je cite, nous énonçons, les droits sont énoncés afin que, je cite, les réclamations des citoyens, fondées sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Structure de réclamation, elle est dans la Déclaration de 89. Bon, il faudra attendre 1958 et 1971 pour qu'on la réalise, mais les révolutionnaires pensent cette double structure de la démocratie représentative. La représentation et le contrôle, parce qu'il y a deux corps. Les droits sont donnés aux citoyens, au corps des citoyens, pour qu'ils comparent et réclament. Or, cette structure de réclamation, pour parler comme les hommes de 89, cette structure de réclamation, elle manque nécessairement dans la démocratie directe, puisque le peuple souverain ne peut pas réclamer contre lui-même. À la différence des lois parlementaires, les lois référendaires sont donc logiquement dispensées de contrôle et peuvent ne pas respecter la Constitution. Vous observerez d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle un certain nombre de responsables politiques souhaitent aujourd'hui légiférer par référendum, parce que si on légifère par référendum, on peut contourner l'obstacle des droits fondamentaux inscrits dans la Constitution. Autrement dit, je ne suis pas sûr, pour rester là encore tolérant, je ne suis pas sûr qu'une démocratie qui fusionne tous les pouvoirs dans une seule instance et qui fait échapper au contrôle et au respect des droits fondamentaux soit vraiment l'idéal de la démocratie. Il semblerait plutôt que la démocratie représentative représente cet idéal, qu'elle ne soit pas un pis-aller, qu'elle ne soit pas une forme par défaut, mais qu'elle soit la seule forme dans laquelle la démocratie peut se réaliser, parce qu'elle réalise ces deux éléments. Il n'empêche, et c'est mon troisième point, il n'empêche qu'il faut maintenant s'interroger sur le point de savoir si, malgré tout, le référendum ne pourrait pas être un instrument utile à la démocratie représentative. Parce que si je viens de faire, sinon l'éloge, en tous les cas la démonstration que la représentation était une condition nécessaire de la démocratie, il faut convenir également que une des logiques possibles de la démocratie représentative, c'est de tendre à la toute-puissance du Parlement. Si la démocratie directe, c'est la toute-puissance du peuple, qui réunit tous les pouvoirs entre ses mains, la logique possible de la démocratie représentative, c'est la toute-puissance du Parlement. Et c'est pour ça que j'ai eu l'occasion de dire et d'écrire que la représentation était un peu la tragédie de la démocratie, au sens grec du terme, c'est-à-dire c'est la tragédie de la démocratie en ce sens que la représentation est ce qui permet la démocratie, mais en même temps c'est ce qui peut étouffer la démocratie. Elle la permet parce que, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, c'est ce qui permet de produire l'égalité politique et de concevoir l'égalité des citoyens dans la détermination des affaires de la cité, mais ça peut étouffer parce que ce moment particulier de la représentation peut avoir tendance à devenir le moment total et général, et par conséquent à se retourner, à étouffer la société dont elle est issue. Cette dérive parlementariste, pour parler en termes constitutionnels, cette dérive parlementariste de la démocratie représentative a été particulièrement bien décrite par Carré de Malberg dans un article qui a été publié à la Revue de droit public en 1931, qui s'appelle « Considérations théoriques
et pratique sur la question de la combinaison du référendum avec le parlementarisme. Toutes les constitutions, en effet, valorisent la figure du citoyen. Mais toutes les constitutions, une fois qu'elles ont rendu hommage aux citoyens, consacrent l'essentiel de leurs dispositions à donner le pouvoir aux représentants. Lisez une constitution, c'est comment on vote la loi, comment on la fait, etc., la fabrique. Bon, le citoyen est à l'article 1er, mais après on l'a oublié. Donc les constitutions sont pour l'essentiel consacrées au travail de la représentation. Et progressivement, le Parlement peut avoir tendance à se considérer comme non pas le représentant de la nation, mais comme étant la nation. Non pas comme étant l'égal du souverain, mais comme étant le souverain. Et on va ainsi passer à l'absolutisme parlementaire. Je cite Karl Malberg. Depuis 1875, dit Karl Malberg, le Parlement concentre en lui la souveraineté. Et pour Karl Malberg, cette souveraineté s'exerce de deux manières. Il est souverain d'abord en ce que, représentant de la volonté générale, il est doué d'une puissance qui domine les compétences des autres autorités étatiques, c'est-à-dire le Parlement est souverain parce qu'il est au-dessus du gouvernement, au-dessus du pouvoir exécutif. Pourquoi ? Parce qu'il représente la volonté générale. Et deuxièmement, dit Karl Malberg, le Parlement est également souverain vis-à-vis du peuple parce que les citoyens sont exclus de la faculté d'énoncer par eux-mêmes les sujets relevant des décisions des députés élus. On retrouve la phrase de Sieyès, comme quoi le peuple ne peut vouloir et agir que par ses représentants. Et pour reprendre dans une actualité, alors pas récente, mais bon, en 1962, vous avez certainement souvenir que lorsque le général de Gaulle a présenté son projet de révision de la Constitution pour faire élire le président de la République par le peuple, Paul Reynaud, qui contestait ce projet, a pris la parole et a prononcé cette phrase formidable en montrant l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il a dit « La France est ici et pas ailleurs ». Autrement dit, la France, elle est dans le Parlement. Et donc il accusait de Gaulle de violer en quelque sorte la tradition constitutionnelle française et le peuple français qui était là. La France est ici et non ailleurs. Donc, risque effectivement d'absolutisme du Parlement. Et donc, à partir des années 1930, un mouvement de réaction va se manifester à l'encontre de l'absolutisme parlementaire, et d'ailleurs en miroir, et un miroir revendiqué, des critiques qui avaient été faites à l'absolutisme monarchique. Il ne s'agit pas de supprimer la démocratie représentative, il ne s'agit pas d'établir la démocratie directe, il s'agit simplement de réduire, de limiter la suprématie parlementaire par l'octroi d'une place, d'un rôle à la participation du peuple. Et ce moyen privilégié pour limiter la puissance parlementaire, eh bien, dit Carré de Malberg, mais cette position est aussi soutenue par Barthélemy, par Burdeau, par Tardieu. Ce moyen, dit-il, c'est le référendum. Je cite Carré de Malberg dans cet article de 1931, « Concurremment avec le Parlement, le corps des citoyens serait admis à exercer le pouvoir législatif en toute sa plénitude par la voie de l'initiative populaire. Et d'autre part, les décisions des chambres ne posséderaient plus le caractère et la force de décision souveraine, elles n'acquerraient leur vertu définitive qu'à la condition d'avoir été ratifiées expressément ou tacitement par une votation populaire. » Donc le propos est clair. Il ne s'agit pas de supprimer la représentation, il s'agit, presque au sens premier du terme, ad référendum. Il s'agit pour le Parlement de prendre une décision sous réserve, ad référendum, ça veut dire ça, sous réserve d'approbation
de la ratification de la loi par le peuple. Pour ces auteurs, pour Carré de Malberg et tous ceux que j'ai cités, il y a donc une compatibilité entre le référendum et la démocratie représentative. Tous les constitutionnalistes ne pensent pas ça. Par exemple, Hessemin pense que le référendum est incompatible avec la démocratie représentative. Mais Carré de Malberg, au début du XXe siècle, c'est plutôt cette tendance. Le Parlement a pris trop de place. Et quand on lit les écrits des constitutionnalistes, pourquoi considèrent-ils que le référendum est un procédé qui va finalement relégitimer la démocratie représentative? Parce que, disent-ils, le référendum remplit des fonctions positives. Alors, quelles sont ces fonctions positives? J'en ai repéré 3 ou 4. Première fonction positive, une fonction civique. Une fonction civique dans la mesure où le référendum fait ou ferait prendre conscience aux citoyens de leur responsabilité de citoyens, de leur responsabilité dans la détermination de la politique du pays. Fonction civique. Le référendum ferait accéder en quelque sorte à la citoyenneté les citoyens. Hein, à vous de jouer. Un peu comme dans ce film, hein, les 11 hommes en colère, où les jurés, à un moment donné, prennent conscience qu'ils sont jurés et abandonnent leur réaction première. Alors, un exemple, des exemples. Le référendum de 1962. Le référendum de 1962 ou même de 1961. Hein, lorsque le général de Gaulle, appelé au pouvoir pour, disons, garder l'Algérie française, finalement se rend compte que ce n'est pas possible, change de politique et demande aux Français de dire si ils sont d'accord avec lui pour changer de politique. C'est le référendum du 8 janvier. Même chose, le référendum d'avril 1962, où le général de Gaulle veut faire porter la responsabilité civique et provoquer cette responsabilité pour approuver ou non les accords d'Évian. Ou Mitterrand qui, en 1992, dit, bon alors, on abandonne le franc et on va vers l'euro. C'est aux citoyens de décider. Référendum. Donc le référendum aurait, dans le cadre du régime représentatif, une fonction civique. Deuxième fonction, liée évidemment à la première, il aurait une fonction pédagogique. Dans la mesure où, quand il y a référendum, il y a débat, discussion dans le pays, échange. Et ces discussions favoriseraient l'intérêt des citoyens pour la chose publique. Alors là encore, on peut donner comme exemple, alors non seulement les référendums dont je viens de parler, hein, le référendum sur l'élection populaire du chef de l'État a été un grand débat politique pour savoir si l'équilibre des pouvoirs n'allait pas être bouleversé par l'élection populaire du chef de l'État, mais surtout, l'exemple que l'on peut donner de rôle pédagogique, c'est le référendum de 2005, qui a été considéré, qu'on soit pour ou contre la Constitution par la question, qui a été considéré comme une espèce de cycle de formation accéléré sur l'État et l'avenir de l'Europe, et qui a montré l'intérêt des Français pour cette question. Fonction civique, fonction pédagogique, fonction politique du référendum. Fonction politique du référendum dans la mesure où il serait un instrument utile pour débloquer ou sortir des crises du système représentatif. C'est par exemple l'usage que voulait en faire le général de Gaulle. Blocage du système représentatif en 1968, des événements, sortie de crise, on utilise le référendum. Ça ne s'est pas fait pour d'autres raisons, mais il avait pensé au référendum pour débloquer la situation. C'est à ce type de référendum auquel pensait par exemple Nicolas Sarkozy lorsqu'il a présenté sa candidature en février 2012. Son premier grand discours a été de dire « Je vais favoriser l'intervention du peuple en utilisant davantage le référendum pour débloquer, disait-il, c'était son mot, pour débloquer les institutions de la représentation, le Parlement, les syndicats, les associations qui m'empêchent de faire des réformes. Donc je ferai une réforme sur l'indemnisation du chômage, je ferai une réforme sur les droits des étrangers, etc. » Donc fonction politique utile pour débloquer le système représentatif. Et puis une dernière fonction modératrice, en ce que
l'existence même du référendum, un peu comme la bombe atomique. L'existence même du référendum ferait que les députés intégreraient préventivement les attentes des citoyens pour ne pas avoir à organiser un référendum ou pour éviter, s'il y a un référendum, à ce qu'il soit désavoué par les citoyens. Bref, ces fonctions du référendum, par ces fonctions-là, le référendum, si je peux employer cette expression, démocratiserait la démocratie représentative. Elle introduirait de la démocratie dans la démocratie représentative. Cette idée de démocratiser la démocratie représentative, elle est clairement à l'origine de la révision constitutionnelle en France de 1995. On a élargi la démocratie, disait-on à l'époque, en élargissant le champ possible du référendum, et elle l'est encore davantage avec la révision de 2008. Le comité Balladur, en 2008, avait inscrit expressément sa proposition d'associer les citoyens au processus référendaire dans le souci explicite, je cite, de la démocratisation des institutions qui implique un élargissement du champ de la démocratie. Voilà ce que disait le comité Balladur en 2008. Et pourtant, et je vais conclure par là, et pourtant, on retrouve ce dont je parlais au tout début, c'est-à-dire le caractère équivoque du référendum. Pourquoi on retrouve le caractère équivoque? Parce que le même comité Balladur, alors qu'il vient dire qu'il faut élargir, le même comité Balladur relève immédiatement, juste la phrase d'après, je cite, « les inconvénients des consultations référendaires qui pourraient résulter du choix de certains sujets de société, donc pas de référendum sur tout, qui pourraient être perturbés par les circonstances du moment qui prennent parfois le pas sur la question posée. » Attention au plébiscite. Alors cette phrase que je trouve absolument superbe, ou qui donne bien souvent des résultats peu satisfaisants. Bon, très bien. C'est écrit, hein. Et pourtant, ils vont proposer cette réforme de 2008. Et ils vont retrouver l'argument de Hessemin, dont je parlais tout à l'heure, qui Hessemin voyait une contradiction entre le régime représentatif et le référendum. Et le comité Balladur dit « il y aurait une contradiction, je le cite toujours, il y aurait une contradiction à recommander une revalorisation du rôle du Parlement et dans le même moment à élargir le référendum. C'est ou l'un ou l'autre. » D'où la proposition, d'où le refus de reconnaître aux citoyens un droit d'initiative référendaire au profit d'une procédure mixte qui associe citoyens et parlementaires, mais en donnant un avantage à ces derniers. Il y aura une conférence sur ce sujet, je voudrais juste donc en dire quelques mots. Cette proposition de référendum d'initiative partagée, alors je vous signale qu'elle a été votée en 2008, mais il a fallu attendre décembre 2013, très exactement le 20 décembre 2013, pour que soit votée la loi mettant en œuvre le principe. Pourquoi je vais m'y arrêter un instant pour conclure? Parce qu'elle est l'expression parfaite, je dirais presque pure, de l'équivoque référendaire dont je parlais au début. En effet, pour être recevable, l'initiative est soumise à ce que j'appellerais, en référence à la loi de Breuil, est redevable d'un véritable cérémonial chinois. Le cérémonial chinois, c'est l'expression que vous savez qui était utilisée pour désigner la loi de Breuil du 14 mars 1873, je passe sous votre contrôle. C'est une loi qui avait été votée pour rendre impossible l'intervention de Thiers devant l'Assemblée. Thiers était président de la République, et Thiers était un brillant orateur, donc il avait le droit à l'époque de parler devant les députés. À chaque fois qu'il parlait, paf, il retournait la salle. Or, l'Assemblée était monarchiste, donc c'était un peu gênant. Donc ils ont voté une loi
qui n'interdisait pas à Adolphe Thiers de parler, mais qui mettait tellement de conditions que c'était devenu absolument impossible. D'ailleurs, on a appelé ça le cérémonial chinois. Eh bien, on le retrouve aujourd'hui. Cérémonial chinois. Alors, on va le commencer. D'abord, l'initiative ne vient pas des citoyens. Les journalistes disent c'est un référendum d'initiative populaire. Non. L'initiative vient des parlementaires. Et très précisément d'un cinquième des parlementaires, soit 185 parlementaires, qui vont rédiger, ce n'est pas les citoyens, qui vont rédiger la proposition de loi. Deuxièmement, cette proposition doit recevoir le soutien d'un dixième du corps électoral, soit 4 500 000 électeurs. Et il faut recueillir ces 4 500 000 électeurs en 9 mois. J'ai fait le calcul, vérifié, ça veut dire qu'il faut recueillir 16 000 signatures par jour pour arriver à 4 500 000 en 9 mois. Et je n'ai pas compté les vacances, les week-ends, etc. Bon. 16 000 signatures. Bon. Si on regarde en Italie ou en Espagne, c'est 500 000 quand même. Nous, c'est quand même 4 500 000. Vous voyez la confiance qu'on fait dans les électeurs. Donc, c'est déjà compliqué. Mais après, le cérémonial continue. Admettons que tout soit bien. Le référendum, enfin l'initiative, doit passer devant le Conseil constitutionnel. Devant le Conseil constitutionnel qui doit vérifier qu'il y a les signatures, correct, le nombre, ça, il n'y a pas de fraude, et qui doit vérifier si la question entre dans l'objet possible des référendums prévus par l'article 11. Imaginez un instant que cette procédure ait existé et que finalement on ait pu faire un référendum sur le mariage pour tous. Le Conseil aurait dû se prononcer sur le point de savoir si un référendum sur le mariage pour tous était conforme à la Constitution. Question éminemment politique, et qui a donné lieu à une controverse entre les juristes notamment, parce que vous avez deux façons différentes de voir le mariage. Ou le mariage est une institution sociale, donc elle rentre dans la politique sociale de la nation, qui peut faire l'objet d'un référendum au titre de l'article 11. Ou bien le mariage est considéré comme l'exercice d'une liberté fondamentale, et à ce moment-là, pas de référendum, puisque l'article 11 ne permet pas de faire un référendum sur une liberté fondamentale. Est-ce que le mariage est une institution sociale, ou est-ce que c'est l'exercice d'une liberté fondamentale? Qui aurait à décider de cette question? Le juge constitutionnel. Vous voyez donc l'importance de ce cérémonial, les obstacles à franchir pour organiser un référendum. Le destin de la votation populaire serait donc, d'une certaine manière, entre les mains du juge constitutionnel. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, je dis que la procédure conduit à ça. Et le cérémonial chinois, mon fameux cérémonial chinois, n'est pas terminé. Admettons que le Conseil ait validé, tout ça, c'est bon, on peut faire un référendum. Eh bien, le Parlement peut empêcher la tenue d'un référendum si, dans les 6 mois suivant la décision de validation, il examine la proposition. Et en droit, examiner, c'est le verbe le plus faible qui soit. Cela signifie qu'il suffirait que l'Assemblée nationale ou le Sénat inscrivent à l'ordre du jour la proposition de loi référendaire et votent une motion de procédure, en disant on examinera ça dans 3 mois, pour que la procédure référendaire soit bloquée, soit arrêtée. Et là, il y a 2 hypothèses, où le Parlement vote la proposition de loi référendaire, c'est lui qui la vote en l'amendant, et à ce moment-là, il n'y a pas de référendum, ou le Parlement l'examine, mais finalement vote contre, et à ce moment-là, il n'y a pas de référendum non plus. Bon.
Mais attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Admettons que le Parlement ne se saisisse pas, qu'il laisse passer le délai de 6 mois. Il y a donc référendum. Et la loi prévoit que le président a l'obligation d'organiser un référendum. Sauf que la loi ne fixe aucun délai pour le faire. Donc, il peut le faire. Mais bon, enfin, il doit le faire. Quand? C'est pas dit. Au total, ce que je veux dire par là, c'est qu'au total, le constituant de 2008 a, sous couvert d'un discours sur la démocratisation de la démocratie représentative, instauré une procédure de référendum qui est à la fois maîtrisée par les représentants, c'est eux qui ont l'initiative, c'est eux qui ont la formulation de la question, et c'est eux qui ont un droit de veto, en quelque sorte, sur la question, puisque s'ils s'en saisissent, il n'y a pas de référendum. Donc c'est une procédure qui est à la fois maîtrisée et qui, en même temps, est contrôlée dans son objet par les juges constitutionnels. Et au total, imaginez que le référendum puisse avoir lieu. Si un référendum est lancé, par exemple aujourd'hui, si un référendum était lancé le 26 février 2014, tout le cérémonial a été respecté, et bien ce référendum ne pourrait avoir lieu au mieux que le 26 septembre 2015. Pas 2014, 2015. Parce que vous avez les 9 mois pour recueillir les signatures, vous avez les décisions du Conseil constitutionnel, vous avez les 6 mois, si vous faites le calcul, vérifiez, mais ça veut dire au minimum 18 mois entre le moment où c'est lancé et le moment où c'est organisé. Un véritable chemin de croix. Autrement dit, si Karine Malberg a raison, c'est-à-dire si le référendum peut être un instrument utile pour empêcher la dérive absolutiste de la démocratie représentative, l'organisation référendaire, telle qu'elle est organisée par la Constitution française actuellement, ressemble davantage à un accessoire mineur du décor politique qu'à une pièce essentielle du jeu représentatif. Et je crois qu'il est possible qu'il ne puisse en être jamais autrement. Parce que je crois que l'idée référendaire est en elle-même une idée insoutenable, au sens que Kundera donnait à ce mot. C'est-à-dire que l'idée référendaire ne peut pas être cet instrument qu'elle voudrait être ou qu'on voudrait qu'il soit, parce que cet équivoque se résume finalement, pourrait se résumer dans l'aphorisme suivant: le référendum, on le veut, parce que c'est démocratique, on le craint, parce que ça risque de mettre en cause les droits fondamentaux, et donc on l'encadre. On le veut, on le craint, on l'encadre. Or, si le référendum est encadré, interdiction au peuple de se prononcer sur les droits fondamentaux, sur les lois de finances, si le peuple n'a pas l'initiative des questions sur lesquelles il voudrait débattre, à ce moment-là, le référendum perd non seulement sa qualité d'instrument de la démocratie directe, mais il perd encore sa possibilité d'être un instrument utile au bon fonctionnement de la démocratie représentative. Et par cette double perte, eh bien, pour moi en tous les cas, l'équivoque est levé, le référendum n'est pas, ne peut pas être le procédé de la démocratie représentative. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas arrêter de chercher d'autres procédés, parce que, effectivement, il y a un absolutisme de la représentation. Effectivement, il y a cette tendance des représentants à s'accaparer le pouvoir de décision. Et que la crise de confiance actuelle dans les institutions repose aussi sur cet accaparement. Il n'est pas sûr que le référendum soit cet instrument pertinent pour permettre à la démocratie représentative de respirer. Il en est peut-être d'autres. Par exemple, l'institutionnalisation d'un moyen légal de réclamer contre les lois des représentants, et c'est par exemple la question prioritaire de constitutionnalité. Il y a peut-être aussi, et là je me retourne vers Pierre Rosanvallon, l'institutionnalisation des invisibles,
à la création d'un Parlement qui les fasse accéder à la représentation. C'est peut-être vers là qu'il faut chercher les instruments permettant de renforcer, de transformer, de compléter cet idéal démocratique. Je vous remercie.